Bonsoir tout le monde, bonsoir à l'invité, Monsieur Dani. Bonsoir Mike. D'abord, je voudrais vous remercier pour tout ce que vous faites pour la jeunesse togolaise et tout l'effort que vous avez consenti dans cette lutte. Maintenant, ma question est la suivante. Nous venons de constater que ces derniers temps, surtout vers la fin de l'année, il y a eu des prisonniers politiques qui ont été libérés. Pensez-vous que les actions que vous avez menées ensemble avec le M66 lors du congrès de l'ONU tout récemment a porté ses fruits? Pour la libération de ces prisonniers-là? Oui, monsieur. Autrement dit, ça décide comment bien la question, c'est est-ce que nous revendiquons cette libération comme étant à l'actif de nos démarches? Les actions que vous avez menées hier. Bon, je pense qu'il y a plusieurs entités, organisations au niveau national comme international qui ont revendiqué la libération des prisonniers. Il serait prétentieux pour une seule organisation de revendiquer cela. Encore que, vous savez, là encore, Faure et son régime ont bluffé, ils n'ont même pas libéré nos compatriotes. Ils les ont laissés rentrer chez eux à la maison en les obligeant à venir pointer régulièrement pour montrer qu'ils sont toujours tenus en laisse. Vous savez, ce n'est pas encore une libération véritable. Donc, la réponse courte est non. Ce n'est même pas quelque chose à revendiquer. Je n'en suis pas fier. En 2022 et 2023, j'étais à Lomé. J'étais venu pour renouveler mon passeport et voir ma famille. Je suis allé au SCRIC. J'ai passé au moins 2 heures à chaque fois et j'ai tenu à voir quelqu'un comme Omolo, la gendarmerie. Les gendarmes qui étaient là m'ont interviewé, m'ont posé plein de questions. Je croyais qu'on allait me laisser le rencontrer, je ne l'ai pas fait. Donc, si quelqu'un comme Omolo est encore là, parce qu'on m'avait obligé à l'époque à avoir une autorisation du doyen des juges pour venir le voir, il n'a pas pu le faire. Donc, je crois que non, on n'aime pas. Ce n'est pas une performance à célébrer. C'est plutôt Fort qui joue encore, juste parce qu'on était en début d'année, il voulait montrer qu'il est. Je ne vais pas trop garder la ligne, je vais donner la chance. Micro est fermé, monsieur Dani. Monsieur Dani, votre micro est fermé. Attendez, votre micro est fermé, monsieur Dani. Vérifiez votre micro. Voilà, c'est bon maintenant. Ok, c'est bon. Ok, monsieur Mac, c'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. Je vous remercie. Je vais donner la chance aux autres aussi. Merci. Merci beaucoup à vous, monsieur Mac. Merci beaucoup. Alors, chers amis. Excusez-moi, tout à l'heure, il y a un appel qui rentrait dans le call, c'est pour cela que mon micro était. Oui, ok. Attendez, voilà. Ils sont tous descendus. Chers amis, vous avez 3 minutes. Désormais, c'est 3 minutes, s'il vous plaît. 3 minutes pour poser une question, deux questions rapidement à M. Dani et il va nous répondre. Donc, ceux qui sont dans les commentaires, ceux qui veulent poser des questions, voilà. Désiré Métatron, bonsoir à vous. Bonsoir, M. Dani, c'est Désiré Abekponou. Bonsoir, Désiré. Comment allez-vous? On rend grâce à Dieu. Oui, merci pour tous les efforts qui ont été faits jusque-là. Le combat ne fait que commencer, je pense. Mais moi, ma question est relative au choix que nous avons fait pour cette lutte. Si on regarde les premiers régimes présidentiels, après Olympio, il y a eu Groniewski, et puis l'armée a pris le pouvoir. Et l'armée a manipulé le peuple togolais, tous les politiciens togolais, y compris le côté indépendantiste ou bien progressiste et tout ça, pour se maintenir au pouvoir, jusqu'à l'extension de l'armée, du pouvoir de l'armée, c'est Faure Gnassingbé. C'est un régime militaire de façade. Pourquoi est-ce que nous choisissons une lutte pacifique contre un régime militaire de plus de 60 ans? Est-ce que nous avons peur de perdre cette guerre si nous choisissons la lutte armée ou
hein, combinaison armée et civile, révolutionnaire. Pourquoi on choisit toujours de se taire et de choisir les voies diplomatiques? Voilà, c'est tout ce que je voulais. C'est neutre, hein, ma question est neutre. C'est pas que moi je fais un choix, mais c'est pour réfléchir, donner à réfléchir, parce que les Togolais n'ont jamais voulu réfléchir sur une autre alternative. Qu'en pensez-vous? Joël n'aime pas qu'on parle de ça sur sa chaîne, mais excuse-nous, Joël. Voilà. Alors, monsieur Dani, répondez à cette question, s'il vous plaît. Ok. Sa question en deux phrases serait de dire pourquoi les Togolais choisissent pas non plus une lutte armée comme une alternative de lutte contre le régime. Ben, il y avait eu cette tentative-là, hein. Bon, j'ai parlé de 1986 où il y a cette intrusion de quelques acteurs qui ont voulu déstabiliser le régime, qu'on a appelé les terroristes à l'époque. Vous savez, il y a des raisons géopolitiques à cela. Ce petit territoire dont la largeur fait à peine 50 km engoncé entre le Ghana et le Bénin, dans cette région-là, est-ce que le Ghana et le Bénin veulent servir de base arrière à une rébellion armée contre le Togo? Je ne crois pas trop. Mais entre nous, et là, je ne trahis pas un secret. À ce moment, Rallis fermait les yeux pour voir ce que les Togolais pouvaient faire, mais ils n'ont rien fait de bon. Mais ceux-là qui ont fait ou n'ont pas fait des choix à un certain moment, ils n'ont pas consulté les autres. Donc, l'histoire, moi, je suis pas comptable ou redevable de ce que nos aînés ont fait depuis l'indépendance. Ils ont fait ce qui était bon pour eux en ce moment-là. Encore que je vois qu'à l'époque, même avant l'indépendance, les acteurs politiques togolais se comportaient mieux que ceux qui sont en face du régime actuel. Hein. Ils se comportaient mieux face à des choix décisifs. Hein. Et à l'époque, alors qu'ils n'ont pas tant d'ouverture, ils n'avaient pas tant de capacité. Il y a des choix. Aujourd'hui, nos enfants vont juger ce que nous faisons en 2025-2026. Des choix que nous aurions faits. Mais que ce qui se fait aujourd'hui, en quoi cela engage quelqu'un comme moi, ou bien quelqu'un comme Zaga, ou Ferdinand Haïté? Parce que personne ne nous consulte, personne ne nous pose aucune question. Nous disons ouvertement ce que nous pensons, et nous invitons des gens parfois à discuter. Il y en a qui viennent, d'autres qui disent, non, vous êtes qui là pour nous inviter à parler? Ouais, dans ces situations-là aujourd'hui. Maintenant, quand un groupuscule fait quelque chose, on ne peut pas opposer ça à l'ensemble. Donc, il y a une réalité. Ce que l'histoire retiendra, que les Togolais sont foncièrement incapables de s'accorder sur des solutions viables de façon collective et durable. Ne me dis pas de répéter la phrase parce que je l'ai pensée du fond de mon cœur et je l'ai dite. Tu vois? C'est ça la réalité du Togo. On a un pays où on a beaucoup d'ambition, mais on ne se donne pas les moyens de nos politiques. Quand des gens ne sont même pas capables d'aller en prison, est-ce qu'ils sont prêts à ce qu'on les abatte? Aujourd'hui, il y a 20 000 Togolais au moins sous les drapeaux au Togo que Ford a préparé pour massacrer la population. Quelqu'un comme moi ne va pas ne va pas encourager quelque chose pour que demain à Lomé, on ait des milliers de gens qui meurent à Lomé juste parce qu'ils ont voulu détruire ce régime. Les conditions ne sont pas réunies pour une lutte armée au Togo. Parce que Ford et avant lui son père se sont préparés pour ça. Il n'y a que la population qui peut mettre à terre ce régime-là sous le contrôle du monde entier en regardant. On est aussi faible que le peuple iranien aujourd'hui. On est aussi faible que le peuple tibétain aujourd'hui. Quand je discute avec des pays comme la Serbie, Monténégro et autres, ils sont pas loin de nous. Parce qu'ils étaient dominés aussi par des régimes communistes et des régimes archaïques comme le nôtre. Mais nous sommes voisins du Bénin, qui a passé cette étape. Le Bénin qui a expérimenté du marxisme-léninisme, qui a réussi sa conférence nationale, qui a balbutié, mais qui a eu des alternances, et qui aujourd'hui est sur une trajectoire de développement. Nous, on n'a pas eu cette chance-là. Pas parce qu'on est maudit, mais parce qu'on a trop de gens qui ne veulent pas aller au-delà de ce que, de façon intrinsèque, ils sont capables de faire seuls. Vous voyez? On préfère allumer des lives pour se critiquer, mais quand vous appelez les mêmes personnes pour dire parlons-nous pour voir au moins sur quoi on s'entend, ils ne sont pas capables. Ça, c'est l'esprit. Si j'étais encore un journaliste à Lomé, j'aurais traité ça d'un esprit d'Adidogo qui ne sont pas capables d'aller au-delà de leurs ambitions. Merci beaucoup à vous, monsieur Dani, pour cette belle réponse. Merci beaucoup. Alors, nous avons... Merci. Monsieur Dani, vous êtes satisfait?
Oui, oui, c'est très bien. Merci pour l'analyse. C'est tout ce que j'aimerais entendre. Merci beaucoup à vous, monsieur Merci. Désiré. Vous pouvez me descendre. Merci beaucoup. Oui, merci. Alors, Amazon Aïcha Abdoulaye. Bonjour Joël, bonjour Monsieur Dani. Aïcha, je suis au garde à vous. Comment vous allez Monsieur Dani? D'abord, je voulais dire... Ça va très bien, alhamdoulilah. Alhamdulillah, je voulais dire merci pour l'interview, vos paroles, tout ce que vous avez dit était au point. Merci beaucoup. J'ai l'impression d'écouter... Bon, je ne veux pas dire ça parce que vous n'avez pas dit que vous avez des ambitions politiques pour le moment, donc je ne veux pas dire ça. Bon, merci beaucoup. Je préfère vous écouter 1000 fois que d'écouter fort ou qui que ce soit. Bon, merci pour ça. Ma question pour vous, c'est que comment est-ce qu'on peut galvaniser toute la diaspora pour qu'on puisse parler de la même langue pour faire partie fort et sans Nyasimbe? Excellent. Merci beaucoup, Aïcha, pour cette question qui est très, très pertinente. Je crois que le M66 a offert un cadre de collaboration à la diaspora. Hein. Et de toi à moi, Aïcha, on s'est vu à New York et félicitations à toi parce que nous, on était venus de loin. Tu fais partie de ces Togolais et Togolaises qui vivent en Amérique. Toi, tu es en Californie, mais tu as fait le déplacement, tu as payé ton billet d'avion et on a fait ce qu'on avait à faire ensemble aux Nations Unies. Et c'est ça, c'est ce qu'il fallait faire quand on est dans la diaspora, sans se poser de questions. Aujourd'hui, la diaspora aussi... Les gens de la diaspora n'avaient juré que par les partis politiques. Vous voyez? Maintenant, il y a certains qui ont commencé à comprendre que les partis là, fort les a vidés de leur sang. Ce ne sont plus des êtres capables d'opérer de façon autonome. Donc, il faut leur donner une nouvelle énergie. La diaspora est capable de le faire. Et quand je dis que M66 a donné un téléthon, je vois qu'il y a au moins une dizaine d'organisations qui continuent à se parler. Il y a un petit comité qui est créé pour gérer les miettes de ce téléthon-là, où je vois des gens vraiment de qualité qui se concertent pour dire qu'est-ce qu'on peut faire. À vrai dire, le vrai problème au Togo c'est pas une question de ressources financières. C'est une question d'avoir un projet commun qui rallie des gens et d'avoir la discipline qu'il faut pour faire marcher cela. Beaucoup de Togolais sont indisciplinés alors qu'ils se prennent pour des patriotes. Quand on est dans une lutte de libération, ben, certaines choses, quand on te dit de le faire, tu fermes les yeux, tu le fais et puis tu attends. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Mais il y a des Togolais qui sont parfois, qui exigent trop des autres et qui se imposent eux-mêmes aucune discipline et que c'est les premiers encore à demander des comptes. Donc, mais au niveau de la diaspora, il y a un début de compréhension qui se met en place, qui fait que de plus en plus de gens se parlent. Après New York, par exemple, moi, j'étais très, très impressionné qu'on nous a invités à Minneapolis, la ville que Ford, c'est son sosie américain, Trump, qui essaie de les martyriser aujourd'hui. Je ferme la parenthèse. En gros, la diaspora est en train de se rapprocher. La diaspora est en train de proposer des formules et en contact avec les partis politiques, la société civile et autres au niveau du terrain. Donc, je crois que la diaspora est capable de montrer la voie d'une nouvelle forme d'opposition face à la dictature. Et je répète ce que j'ai déjà dit. De grâce, frères et sœurs des partis politiques à Lomé, ce n'est pas contre vos intérêts. La même diaspora qui vous a tendu la main hier, qui vous a soutenu, est capable aujourd'hui de jouer notre rôle. Pas pour prendre vos places, mais pour préparer l'avenir commun qui doit être radieux et qui doit bénéficier à tous. Voilà, Aïcha, j'ai peut-être été plus loin que ta question, mais je crois que le pays, le peuple nous attend et nous sommes obligés, nous, diaspora, de montrer de quoi nous sommes capables et c'est le moment de le faire. Merci beaucoup, Monsieur Dani. Merci, Joël, pour tout ce que tu fais. J'ai promis à Joël que je lui donnerai une femme nigérienne, une de mes petites sœurs. Mon père a beaucoup de filles. Il aura une jeune fille nigérienne pour se marier, pour tout ce qu'il fait pour le Togo. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Madame Aïcha. Merci. En tout cas, nous, les Africains, nous sommes des polygames, donc je ne peux pas dire non. Ah bon, Joël? Je vérifierai ça. À mon prochain passage à Cotonou, je vais parler à ton épouse. Merci beaucoup. Merci. Alors, Monsieur Torreza, bonsoir.
Bonsoir Joël, ça fait longtemps. Vraiment, Les meilleurs vœux, hein. vraiment. Bénédiction. Merci. Mais- Monsieur Dani, bonsoir. Oui, bonsoir. Ça me fait plaisir de vous revoir encore. Et à chaque fois, quand je vous vois, ça me rassure. Ça me rassure comme quoi on a encore des gens compétents au Togo. Et pour cela, nos petits frères seront toujours contents et seront toujours derrière M66 pour faire dégager Faure Gnassingbé, le médiocre là qui nous embête dans le pays. Normalement, je voulais vous poser une question, mais M. Désiré m'avait dévancé. Mais je vais un peu retourner la question. C'est-à-dire que pour le plan B, je veux qu'on fasse quelque chose contre Faure Gnassingbé. Au cas où les Togolais ne veulent pas se lever pour aller libérer nos compatriotes dans les prisons du Togo. Nous, dans la diaspora, on doit décider de faire quelque chose contre Faure Gnassingbé. Parce que jusqu'à présent, il croit qu'il est plus fort que le peuple togolais. Comme il est venu par médiocrité et à l'appui des armes de son père pour nous fatiguer, et il a pris le pouvoir, il se permet de faire n'importe quoi au pouvoir. Et nous, les Togolais, nous ne sommes pas d'accord avec tout ce qu'il fait. Et on ne l'aime même pas. On ne veut pas de lui. Et il n'est pas notre président. Donc, je veux supplier les Togolais d'arrêter de l'appeler Monsieur le Président, Monsieur PCM, etc., etc. Parce qu'il n'est pas reconnu, il est illégitime avec son gouvernement, avec tous ces vieux et des vieilles là qui l'accompagnent au pouvoir. Ils sont des illégaux. Nous ne les reconnaissons pas. Donc voilà ce que je veux partager avec le peuple togolais ici présent et de se lever pour trouver une solution à nos compatriotes qui sont dans les prisons. Ce régime, nous devons les désobéir. C'est ça. Parce qu'ils ne sont pas légaux. Et on n'a pas de permission à leur demander. Il faut qu'on les déracine. Un point, c'est tout. Donc, Ok. Merci beaucoup à vous, Monsieur Torenza. Monsieur Torenza, c'était pas une question, c'était un apport. Vous avez donné votre opinion. Merci beaucoup à vous, Monsieur Torenza. exactement. Allez. Merci beaucoup. Alors, ok. Mais j'ai un commentaire par rapport à ce qu'il a Ok, suggéré là. allez-y, avant qu'on ne donne la parole à Monsieur Kalas. Parce que j'ai promis d'être franc avec vous ce soir. Ouais. Je ne prends jamais au sérieux des Togolais qui veulent faire des choses de ce genre et qui en parlent en public. Donc je n'accorde aucun crédit à ce qu'ils viennent de dire. Je m'arrête là. Merci beaucoup à vous, Monsieur Dani Aïda. Merci beaucoup, merci à vous pour cette réponse. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Kalas de Kalas, rebonsoir à vous. Bonsoir, mon frère Dani. Il doit savoir reconnaître la voix. Évidemment, donc, mon cher. Ah oui, sera bien mon poignet, donc, tu me dois beaucoup, hein. N'oublie pas que on va en parler après. Donc, je tiens à te remercier. Je vais le remercier. dire devant le peuple, si tu continues, je vais tout dévoiler ici. Ah, on ne dévoile pas tout, hein, sinon ça sera Nyagami. Et donc, je tiens à te remercier, compatriote de lutte. Je tiens à te remercier et ton dévouement, notamment, et tout ce que tu fais en sourdine. Donc, je pense qu'il est opportun à ce moment qu'un cri d'alerte soit lancé à nos compatriotes de la diaspora et ceux qui sont sur le terrain au Togo, que c'est en restant mobilisés, unis, que nous pouvons chasser Faure Gnassingbé. Et je le dis toujours, Dani en a parlé dans ses dires ici, c'est très important. Nous devons nous unir
Surtout, quelqu'un m'a appelé pour la diaspora américaine. Hier, on a parlé plus de 30 minutes. Il me dit, Ben, faites quelque chose pour que la diaspora américaine et canadienne s'unissent. Et c'est encore très important. Et quel est votre avis sur ça? Dany a parlé en sourdine, mais si tu peux au moins aussi, à ton niveau ce soir, lancer aussi un cri d'alerte que c'est en restant unis que nous allons pouvoir finir avec le dictat de Faure Gnassingbé. Merci, mon frère. Vous pouvez me descendre, hein? Ok, d'accord. Mais ne parle pas avant que j'ai réagi, s'il te plaît. Ben. Non. Joël, je peux aller? Oui, allez-y, monsieur. Non, Dany, Ben vient de dire quelque chose de très important. La diaspora togolaise en Amérique du Nord est une diaspora très importante, au même titre, bien sûr, que d'autres diasporas. Il y en a une très forte en Afrique et en Europe aussi. Je pense qu'il n'est pas compliqué. Ces deux diasporas, États-Unis et Canada, ont déjà eu plusieurs rencontres par le passé. Et j'ai eu la chance même de participer à des réunions de la diaspora. J'appartiens à la diaspora africaine, mais j'ai déjà été invité, par exemple, à Sherbrooke, je ne sais plus en quelle année, au Canada, où j'ai participé, je suis venu dire des choses. Et j'ai été invité une fois, la diaspora est descendue jusqu'à Dakar. Je crois que quand Kodi Togo était en train de naître, j'étais à Kinshasa, j'ai pris mon vol pour venir. Et il y a des rencontres qui ont eu lieu à Washington, tout ça. Donc, je crois, Ben, que ne vous fatiguez pas à vouloir réunir tout le monde. Réunissez ceux qui ont démontré au cours de ces 6 derniers mois une capacité à s'engager, comprendre et à travailler ensemble. Et quand ça va commencer à prendre, les autres viendront. Ne forcez personne à vouloir rejoindre une dynamique. Je crois que c'est comme ça. Et ceux qui sont capables de comprendre les enjeux et adopter le nouveau mode de lutte contre le régime, je crois qu'ils se sont déjà manifestés. C'est ceux-là qu'il faut organiser. Et mon frère Ben, tu peux compter sur moi. On était ensemble à New York et je tiens à saluer ton engagement et ta capacité d'action. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ensemble et nous n'avons pas besoin de nous faire prier pour ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, monsieur Calas, vous êtes satisfait de la réponse? Oh, tout à fait. Je suis du même avis que lui. Et je le dis encore pour ceux qui sont dans la diaspora américaine et canadienne ou bien du côté de l'Amérique du Sud, le moment est temps que nous puissions quand même aller avec ceux qui sont capables d'aller avec nous. Merci. Mettez-moi en bas, sinon vous pouvez me sortir. Merci beaucoup à vous. Dany, merci beaucoup à vous, monsieur Calas de Calas. Agbasivi de Ferdinand Haïté, bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Aïda. Bonsoir, Agbasivi. Le cardinal n'a pas fait de messe aujourd'hui, mais nous prions pour qu'il se repose bien. Merci. Bonsoir. Alors, la vraie fille de Pia, votre question à notre invité. Oui, la vraie fille de Pia. Je vais poser la question à monsieur Aïda. Monsieur Aïda, en ce moment, la population de Yoto souffre d'un manque d'eau dans toute cette préfecture. Et tous les jours, les habitants font des lives. Tous les jours, il y a des dames de 60 ans, 50 ans qui ouvrent les panels parce que trop, c'est trop. J'aimerais vous poser la question, comment ils peuvent faire, où ils doivent s'adresser pour qu'on puisse remédier à ce problème. Vraiment, ça. Merci pour ta question. Je m'attendais à toutes les questions sauf à ce genre, mais là, tu touches du doigt une question réelle. Et je suis sûr qu'à l'exemple de Yoto, beaucoup d'autres endroits de notre pays n'ont pas ce minimum vital qu'est l'eau. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces conditions? J'aurais pu, dans des conditions normales, dans une république normale, donner l'adresse d'un tel ministère, de telle direction régionale qui s'occuperait de ça, mais au Togo, c'est pas le cas. Là où il manque le minimum, c'est parce que des gens n'ont pas eu envie d'en donner. On ne peut pas, dans un petit pays comme le Togo, avoir d'addition d'eau. Il y a eu des programmes d'assainissement et d'eau financés par le budget de l'État, financés par des dons extérieurs, mais qui n'ont jamais donné. Qu'est-ce que les gens de Yoto peuvent faire? Déjà, ils font bien d'en parler publiquement.
C'est très important. Ok. Tablibo, j'ai connu cette préfecture il y a au moins 10 à 20 ans, que j'y ai pas mis pied, mais à l'époque déjà, c'était comme un désert. Hein, j'y étais une fois parce que Agboibo faisait quelque chose là-bas, on était allé voir comment c'était chez lui. Qu'est-ce que Tablibo peut faire? Tablibo n'a qu'à... Je crois que les ressortissants de Tablibo qui sont hors du Togo doivent s'approprier ce problème et faire en sorte que la grande diaspora aussi donne. Malheureusement, le régime qui est à Lomé n'autorise pas la diaspora à réaliser des choses. Sinon, en quelques jours, nous, on peut mobiliser des fonds pour dire, voilà, on creuse ceci, on fait forage par ici et autres pour aider en attendant, mais ils vont pas nous laisser faire. Donc, tout ce que nous pouvons faire, c'est que on relaie. Il faut que le message soit connu. Il faut que la situation que vivent les populations de Tablibo et environ soit connue. Et on verra la réaction des autorités. Je m'attends pas à ce qu'ils fassent grand-chose. Est-ce qu'elles fassent grand-chose? Mais au moins que le problème ne soit pas caché. Et partout ailleurs au Togo où ça va mal, il faut que cela soit connu du reste de la population et du reste du monde. Et la diaspora n'a qu'à capter cela et accompagner, ne serait-ce que psychologiquement, ces populations qui souffrent. La seule solution qu'il y a au Togo par rapport à ce problème pour d'autres, c'est de dégager ce régime et de mettre en place des politiques publiques. Voilà. Mettre en place des politiques publiques par rapport à l'eau, l'éducation, la santé, l'assainissement et autres, et tout le monde vivra mieux. Ouais. Voilà ce que je C'est peux tout, dire. c'est tout. Vraiment, merci beaucoup à vous pour cette réponse. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, ça sera tout. Merci. Merci. Merci, à bonne vous. soirée. Oui, merci beaucoup. Merci. Sami Day. Oui, bonsoir Joël, bonsoir à notre invité, Monsieur Dani. C'est Salomon, hein? Ouais, Dani. Hey, salut Salomon. Ouais, merci beaucoup, vraiment. Merci surtout à Joël qui nous donne, qui nous fait toujours le plaisir de prendre la cause togolaise comme sa propre cause et ce travail immense qu'il effectue. Et merci surtout à vous, et Dani, et vraiment pour cette intervention, ce débat, et sans langue de bois, toujours structuré, toujours posé. C'est toujours un plaisir de vous écouter. Et donc, je vous remercie beaucoup. Vous avez apporté beaucoup d'éléments. On s'est toujours tutoyé. Hein. Tu peux continuer à me tutoyer comme on le fait en privé. Ça ne dérange personne ici. Ok, merci. Je sais que vous êtes très modeste et très humble. Bon, voilà, donc moi, j'aurais aimé vous poser encore une question. Et vous qui avez la chance de côtoyer ces jeunes et de leur apporter vos précieux conseils, et il y a beaucoup de choses qui se racontent. Oui, le M106 serait instrumentalisé, contrôlé par certains forces. Est-ce que vous pouvez rassurer aujourd'hui le peuple togolais que nos jeunes travaillent en toute autonomie et que, comme ils le disent, et que ce que vous avez vécu auprès d'eux, est-ce que vraiment c'est des gens qui sont là juste pour rassembler le peuple afin que nous puissions dégager ce régime? C'est ma première question. J'aurai une deuxième tout à l'heure, rapidement, ouais. Ouais, tu permets que je réponde à celle-là pour ne pas l'oublier. Merci beaucoup, Salomon. C'est une question très importante. Ce que j'ai observé disons, pas en cohabitant, mais en étant en contact avec les jeunes du M106 au cours de ces derniers mois, c'est leur détachement, hein. C'est leur, c'est des jeunes très simples qui sont ouverts, qui veulent apprendre, qui posent des questions et qui ne posent pas de questions qu'à vous seuls. Quand ils sont en contact avec toi et tu crois que tu es seul, tu te trompes déjà. Ça, c'est déjà bien pour eux. Deuxièmement, entre eux, ils se parlent beaucoup. Et il leur arrive même de se chamailler parfois et ils se retrouvent encore sur l'essentiel. Non, je crois que c'est un groupe. Moi, j'ai vécu 14 ans au Burkina Faso. J'étais encore à Ouagadougou quand Blaise Compaoré est tombé. D'accord? Et j'ai vécu 9 à 10 ans en RDC. J'étais là quand Joseph Kabila a perdu le pouvoir. Et je sais ce que les mouvements citoyens ont fait. J'ai suivi de près des initiatives citoyennes comme à Dakar au Sénégal avec Yann Amar, comme
FNDC en Guinée, parce que je travaille souvent sur l'ensemble de ces pays-là. Pour revenir à ta question, je pense que l'exemple du ce que l'M66 fait aujourd'hui mérite d'être documenté et suivi, et quand le moment viendra qu'on en parle, je peux rendre compte de ce que ces jeunes qui, sans trop de calcul, s'intéressent à des questions politiques sans être des politiciens. Je crois que la seule chose que ces jeunes apportent à la lutte, c'est des opportunités, des espaces. Alors, quelle garantie cela apporte? Et est-ce que ça peut aider? Est-ce que ça peut donner de l'espoir? Ça peut aider ceux et celles qui comprennent ce qu'ils sont capables d'apporter et qui ne croient pas. Ce n'est pas à ces jeunes, par exemple, de tenir la main à de grands garçons et grandes filles qui doivent comprendre leur rôle dans cette lutte. Ils créent des espaces. Quand ils ont dit à MLN avec les Yamnian et compagnie, dit, écoutez, faisons ensemble, on peut faire un téléthon. MLN, qui connaît sa capacité, a tendu la main à d'autres organisations de la diaspora. La dernière fois, je demandais la liste, j'ai vu 17 à 20 organisations qui ont participé à cette dynamique. Et Salomon, qui est très impliqué dans cette dynamique, sait qu'on est en connexion. Aujourd'hui, il y a des choses qu'on se dit qu'on fait qu'on ne faisait pas avant. C'est ça, les choses que M66 est capable d'apporter. Donc, je crois qu'on peut attendre de ce mouvement qu'il joue son rôle de mouvement citoyen capable de catalyser des énergies, mais jusqu'à un certain niveau. Ce sera comme Balai citoyen au Burkina Faso qui a poussé jusqu'à la chute de Compaoré et qui a empêché l'armée à prendre le pouvoir. Mais ils ne peuvent pas faire plus que ça. Il faut que d'autres compatriotes, d'autres patriotes sachent ce qu'on peut faire d'une transition, par exemple, et ce qu'on peut faire de façon durable. Malheureusement, les Burkinabés, à cause de l'extrémisme violent du terrorisme qui s'en est mêlé, n'ont pas pu jouir de cette révolution-là. Mais je pense qu'au Togo, on a appris ces leçons. N'attendez pas du M66 ce qu'un mouvement citoyen ne peut pas apporter à une nation. Il faut que des gens capables, qui ont des ambitions, il faut que Salomon et Dani sachent que il y a de grands médiocres dans les ministères au Togo que Salomon et Dani pourraient remplacer pour faire mieux. Et Salomon et Dani doivent être conscients pour ne pas faire croire aux gens qui n'ont pas d'ambition. Et ils ne peuvent pas chasser ces médiocres dans les ministères s'ils ne s'affichent pas. Donc j'invite Salomon et Dani à sortir de leur cocon et à montrer leur ambition. C'est ça qui va aiguillonner la lutte. Et les Salomon et Dani, il y en a des centaines dans la diaspora et il faut qu'ils arrêtent de se cacher. Je m'arrête là, cher ami Salomon. Merci beaucoup à vous, monsieur Samidé. Vos minutes sont passées. Hein? Oui, merci. Je vous ai entendu tout à l'heure peindre un peu le tableau sombre de l'opposition. Est-ce que vous n'allez pas quand même leur accorder un bénéfice de doute et peut-être encore prêcher davantage pour que nos frères des partis politiques, je veux parler, là, puisque l'opposition togolaise est plurielle. Quand nous parlons de l'opposition, comme vous l'avez bien distingué, c'est toutes les forces démocratiques qui constituent en soi l'opposition. Et je pense quand même que c'est vrai, il y a cette peur, vous l'avez bien, ou bien tu l'as bien, comme tu ne veux pas que je te tu veux que je te tutoie. Et je pense que quand même c'est un comportement naturel, hein, la peur. Mais il faudrait quand même une fois encore que nous continuions à prêcher pour que ensemble, nous savons que c'est parti comme tu l'as bien décrit, cette opposition institutionnelle, je veux dire, est verrouillée et qu'on ne leur laisse pas la possibilité et que vraiment c'est difficile. Donc, moi, j'aurais aimé quand même qu'on les encourage à revenir à de bons sentiments et à comprendre que ces jeunes ne sont pas un danger pour cette opposition. Au contraire, c'est une chance. Et donc, je ne sais pas si ton optimisme et ton pessimisme est total ou bien tu laisses encore une marge de manœuvre à cette opposition pour qu'elle revienne à de bons sentiments. Merci, c'est ma dernière question, vous pouvez me descendre. Voilà. Merci beaucoup à vous, monsieur Samidé. Merci.
Mais nous ne sommes pas nombreux. Hein. Le Togo est tellement petit que si on ose mettre sur le bas-côté certaines personnes, on va le regretter. Il faut que nous créions un cadre où ceux qui militent dans des partis politiques aujourd'hui, qu'ils soient dans des bureaux de ces partis politiques, qu'ils soient des militants de base, comprennent qu'il y a une nouvelle façon de lutter contre ce régime et d'en finir avec lui. Donc la balle n'est pas véritablement dans le camp de ces partis politiques, hein, mais dans le camp de ceux qui offrent une alternative. Vous voyez? Donc, nous le faisons parfois avec assez d'humilité. J'ai vu depuis le mois d'août comment l'M106 a tendu la main aux partis politiques et autres. J'ai vu comment les réactions ont été. Peut-être que le travail n'est pas terminé, il faut continuer. Mais je découragerais l'M106 d'aller faire Salam Alek, d'aller faire prier des gens pour dire vraiment, sans vous, on est foutus. Non, ça n'irait pas comme ça. Il faut faire avec ceux qui sont mobilisés. Moi, je crois plus. Vous savez, il n'y a pas un parti politique à Lomé qui n'est pas de militants dans la diaspora. Ce sont ces gens déjà qui vont commencer à avoir le courage de sortir et à parler à leurs membres, à leurs autres membres pour dire vraiment c'est l'intérêt collectif. Vous voyez? Et peu à peu, vous allez voir que ce que des gens croient comme divergence, ça va s'effacer. Moi, je suis à Accra. Si j'invite 3-4 leaders à Accra, je suis arrivé à Accra aujourd'hui, si je les invite à venir et qu'ils me font confiance, et que, bon, on se parle et qu'on s'entend sur quelque chose, c'est déjà quelque chose, c'est déjà une marche de fait. On peut se réunir à Abuja, on peut se réunir à Conakry ou bien à Kinshasa ou n'importe où ailleurs. Voilà des possibilités qu'on a. Donc, à que des gens arrêtent à avoir peur. Fort n'est pas fort parce qu'il nous empêche de faire des choses. Fort est fort parce que nous n'osons pas faire ce que nous aurions dû faire. Ouais. Merci beaucoup. Je crois que c'est ça la véritable problématique à laquelle on doit faire face. Merci beaucoup à vous, Monsieur Dani, pour cette belle réponse. Alors, Monsieur Bikefoul, allez-y, posez votre question à Monsieur Dani. D'accord. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Monsieur Dani. Et merci pour votre intervention. D'abord, je tiens à vous dire grand merci pour tout ce que vous faites pour le peuple togolais. C'est vraiment un geste très, très à saluer et je vous encourage beaucoup. Et merci beaucoup. Bon, j'ai 2 petites questions pour vous, mais je vais commencer par celui-là. Celle-là, pardon. Vous êtes d'accord avec moi que les élections ne vont pas chasser Faure Gnassingbé au pouvoir? Ça, c'est juste une question que si vous pouvez me répondre vite fait. Oui, il a déjà dit ici que oui. les élections ne si, voilà. Si oui, ne pensez-vous pas que ces opposants qui veulent aller aux élections, c'est parce qu'ils n'ont pas d'autres sources de revenus et que c'est à cause de leur ventre qu'ils veulent aller à ces élections? Ça, c'est ma première question. Parce que c'est la deuxième question. Oui, parce que c'est en plus, c'est des élections municipales, hein. C'est pas des élections présidentielles, en fait. Donc, ça, c'est ma première question. Et voilà. Et ma deuxième question. Ne pensez-vous pas que ces gens-là, qui ne soutiennent pas le mouvement, ces opposants, qui ne soutiennent pas le mouvement M106, qui n'appuient pas les mots d'ordre, ne pensez-vous pas que c'est parce que, ils pensent que pour eux, c'est fini, ou bien que c'est la jalousie, que c'est fini, et que pour eux, le peuple togolais n'a plus confiance en eux, et que même s'il faut dégage, ils ne pourront plus jamais être président de la République, raison pour laquelle ils font tout ça là? Ça, c'est mes 2 questions que je voudrais vous poser. Merci. Ah, des questions qui sont pas faciles. C'est dans la bouche de monsieur Dari, vous voulez manger votre piment ou quoi? Attention, je vais lui prêter ma bouche pour manger ce piment-là. Allez-y. Non, entre nous, on peut critiquer l'opposition, mais il faut respecter ceux qui animent cette opposition-là face à ce régime répressif. J'ai du respect pour ceux qui tiennent encore debout. En fait, c'est pas eux le problème, hein. C'est ceux qui les ont réduits à l'état où ils sont. C'est eux qui sont nos problèmes à nous. Vous voyez? Donc, est-ce que les gens vont aux élections parce que ils n'ont que ça pour manger? Non, je ne crois pas. Je connais la capacité intrinsèque d'un Togolais, homme ou femme.
Le Togolais est capable de renaître, le Togolais est capable de... Écoutez, il y a beaucoup d'acteurs qui se sont engagés en politique au Togo et quand ils ont vu que c'est compliqué, ben, ils se sont reconvertis à autre chose ou ils ont quitté le pays. Ceux qui sont restés ont cru que c'est un devoir pour eux. Maintenant, quand l'espace a continué à être verrouillé, est-ce qu'ils ont accommodé leur stratégie, leur tactique politique à ça? C'est ça qui n'a pas été le cas. Quand Faure a imposé la 5e République monarchique, est-ce que l'opposition a apporté une riposte du genre de dire de façon définitive qu'il change de fusil d'épaule? Non. C'est seulement sur ces aspects-là qu'on peut critiquer. Mais les gens, hommes et femmes, ce sont des gens qui sont comme vous et moi, qui sont capables du meilleur comme du pire. Mais je crois qu'on ne peut pas juste dire, écoutez, moi quand je suis allé voir Fabre dans sa mairie, j'ai vu un homme qui est motivé par le souci de rendre des services à ses administrés. Je n'ai pas vu quelqu'un qui est satisfait d'une situation, non. Et Fabre, ça fait longtemps que je le fréquentais et on était en contact pendant longtemps, on s'appelle et autres. Donc je respecte ce monsieur. Quand je vois Brigitte Adjamagbo, par exemple, ou d'autres, je vois que ce sont des gens qui auraient aimé être en compétition et gagner une élection contre Faure Gnassingbé. Sauf que le nouveau système dit qu'il n'y a même plus d'élection présidentielle. Donc, vous voyez, quand on lutte contre un régime, il y a une seule élection qui compte, c'est la présidentielle. Parce que l'État, c'est au sommet que ça se change, c'est pas à la base. Parce que l'administration publique togolaise ne donne aucun pouvoir aux administrés, aux collectivités territoriales. Donc, quand il en est ainsi, ben, on dit, bon, ça, c'est vraiment le service minimum qu'on fait. Donc, ce que moi j'attends de ces partis politiques, c'est de nous dire franchement qu'en étant dans leur posture actuelle, ils ne font pas le maximum dont ils sont capables. Et qu'ils soient ouverts à faire autre chose, y compris à braver ce régime. Moi, j'aimerais voir au moins 5 ou 6 leaders politiques en prison actuellement. C'est ça qui fragilise le régime de dictature. Mais quand ils ne vous inquiètent pas, ça veut dire que vous ne pesez rien. Donc, il faut les braver. Vous voyez? Donc, tant que vous ne les dérangez pas, ça veut dire que vous comptez pour rien. Je ne dis pas ça parce que je ne suis pas à Lomé. Mais nous sommes inquiétés. Moi, je suis de la diaspora africaine, je suis dans la sous-région. Je perds beaucoup de choses en exprimant publiquement mes positions. Je perds des marchés parce que je suis dans le business. Il y a des choses que je peux faire, que je perds parce que le régime fait tout pour que je ne gagne pas ça. Il y a même des comptes bancaires qu'on me bloque et je sais pourquoi on le fait, mais je n'en parle pas. Donc voilà la réalité de la lutte. On vous verrouille à Lomé, mais il y a des échappatoires. Si Joël peut me rappeler brièvement la deuxième question, je pourrais y répondre rapidement. Bon, vous avez déjà répondu à cette question, hein? Ok, très bien. Tant mieux alors. Merci beaucoup. L'essentiel a été dit, monsieur Dani. Merci beaucoup à vous. Alors, monsieur ZZcom, allez-y pour votre question. 3 minutes. C'est monsieur Zigzag. Bon, bonsoir Joël. Zigzag, bonsoir à vous. Voilà. Bonsoir, chers compatriotes, monsieur Aïda. Bonsoir. Voilà, je suis très ému et très reconnaissant par rapport à votre lutte, vous qui vous êtes mis au service de la cause togolaise. Merci pour tout ce que vous faites. J'avais juste 2 questions. Mais entre-temps, je pense que vous avez répondu à une question. C'était votre regard par rapport aux partis politiques au Togo. Mais c'est déjà répondu, donc je passe cette question. Mais en fait, ma deuxième question... ZZ. Oui. J'avais répondu, mais j'ajoute ceci. Il nous appartient de faire renaître l'opposition partisane au Togo. Faure a mis cette opposition dans une situation groggy. Vous voyez, groggy, c'est quand on donne un coup de poing à un boxeur, il n'est pas totalement KO. Vous voyez, actuellement, l'opposition est dans cette posture-là, elle est groggy. Il n'est pas encore KO. Mais c'est à nous de faire renaître cette opposition partisane. Jusqu'à ce que Faure ait le courage, par exemple, de supprimer tous les partis politiques. Et là, on saura que il est devenu un monarque. Et puisque nous, on ne se reconnaît pas comme ses sujets, ben, il saura de quel bois nous nous chauffons. Voilà, je vous retourne la parole. D'accord, ok, très bien. En tout cas, merci, parce que ça sera quand même fort de supprimer tous les partis politiques au Togo. Là, on atteindra le compte. Ça, c'est sûr. Ma dernière question, pour être rapide, vous,
travaillant au service de cette lutte et pour la cause togolaise, j'aimerais connaître votre regard. Quelle lecture vous faites de l'architecture globale de cette lutte? J'entends par là les divisions qu'il y a, les lavages de cerveau qu'il y a, des gens que le régime manipule qui se transforment. Comment pourrait-on rêver ou imaginer, et sans rentrer dans une grande stratégie, hein, l'issue de cette lutte pour nous conduire, pour replacer le Togo sur une voie démocratique, s'il vous plaît? Merci. Merci beaucoup. Je vais répondre pas pour vous rassurer, mais pour brouiller encore les choses à ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe. Si le M66, ses alliés autres tiennent encore face à ce régime, c'est parce que le régime n'arrive pas à les lire, vous voyez. Ils n'ont pas de lecture. Et ils n'arrivent pas à annihiler cette frange d'opposition face à eux. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut encore complexifier la chose. Il faut rendre encore cette dynamique-là plus forte, mais avec des niveaux de complication que le régime ne peut pas maîtriser. D'accord. Okay. Avec des rôles qui sont partagés, y compris à des acteurs de terrain qui vont surprendre ce régime au moment où il s'y attend le moins. Vous savez, dans tous les ministères, à travers le territoire national, avec leur démembrement déconcentré et autres, il y a des gens, quand la nuit, ils rêvent d'un changement. S'ils n'osent pas rêver d'un changement de régime, ils rêvent d'un mieux-être. Et ils continuent à faire ce rêve parce que ceux qui les dirigent ne sont pas bons, ils sont médiocres, ils sont mauvais. C'est à nous de capitaliser sur ça là comme ferment pour apporter le changement. Et c'est ça qu'on doit créer. Faisons des choses que le régime ne comprend pas. Inventons nos solutions. Et c'est ça qui est en train de se faire depuis quelques mois. Il y avait des tentatives par le passé. Hein. La diaspora avait tenté des choses, mais n'est pas allée loin. Parce que la diaspora était très paresseuse avant. Oui. Elle attendait que des choses viennent de Lomé. Et quand ils attendent qu'un parti fasse une conférence de presse, ils décortiquent ça. Et puis, ils sont fiers dans leur fraîcheur en disant, oui, on a bougé l'eau, il a bougé l'eau. Parce qu'ils ne savent pas qu'eux, ils ont aussi un rôle à jouer. Mais maintenant que Faure a réussi à fragiliser au maximum nos frères et sœurs au pays, la balle est dans le camp de la diaspora. Donc, en gros, il y a beaucoup d'initiatives qui viendront de la diaspora, mais la même diaspora doit être à l'écoute du terrain, sinon ça ne marchera pas. Mais il faut le faire tant que l'intelligence du régime ne puisse percevoir et maîtriser cette dynamique-là. C'est ça la complexité de la chose. Il faut que... Merci beaucoup à vous. Ah, d'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Zigzag, pour votre question, pour votre participation. Merci beaucoup à vous deux, Monsieur Dani et Joël. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, Monsieur Eric Valls. Oui, merci Joël. Merci pour tout le bloc que tu abarques pour le Togo. Bonsoir à vous, Monsieur Dani. Merci énormément de vous être engagé autant. Je crois qu'aujourd'hui, vous avez un rôle formidable. C'est que beaucoup de jeunes qui vous découvrent croient en vous et votre manière d'expliquer les choses. Ils y adhèrent et il serait important que vous veniez de temps en temps parler sur les réseaux pour pouvoir véhiculer votre message et faire comprendre aux jeunes de quoi ils retournent. J'aimerais vous poser une question. Je crois que vous l'avez effleuré, mais au début de ce mouvement, j'ai toujours pensé qu'il faut forcément une rencontre en présentiel entre les acteurs du terrain et ceux de la diaspora. Mais qu'est-ce qui empêche tant cette rencontre? Pourquoi on n'y va pas? Ça, c'est ma première question. Très belle question, Monsieur Eric. Oui. Applaudissez pour Monsieur Eric dans les commentaires, s'il vous plaît. Voilà, ça c'est ma première question. La deuxième question, je vais la poser après, parce que c'est une question que mon grand frère Signato m'a soufflé. Et je vais vous la poser après, parce que la première, elle est mienne, elle est importante pour moi. J'aimerais savoir pourquoi on ne va pas à cette rencontre en présentiel avec les acteurs de terrain. Voilà. Voilà.
Parce qu'il fallait une démarche méthodologique pour savoir qui on réunit. Vous savez, il n'y a que à partir de mai, avec les prises de parole de Nyakade, avec Cameron qui s'y est mis et avec les jeunes blogueurs qui sont devenus après M66, pour que le peuple reprenne la voie. La contestation du régime a existé depuis toujours, hein. Mais face à la Ve République, ce n'est que maintenant. Il y a une façon de lutter contre Fort Gnassingbé et à descendre plus bas jusqu'à Gnassingbé et Adema. Cette façon n'est plus possible face à la Ve République. Déjà, il faut que tout le monde comprenne ça. La façon dont on combattait, il y en a qui disent, oh, mieux, le lutte, mais oh, mieux, on a mieux, mais si tu continues à faire face à Fort, le roi de la Ve République, ce que tu faisais contre lui pendant ses 4 mandats ou contre lui pendant les 38 ans de son père, c'est que tu n'as rien compris. Il y a une nouvelle approche qu'il faut induire. Pourquoi on ne se réunit pas? Parce qu'il fallait d'abord porter de la cohérence au niveau de novembre dernier, grâce à cette téléthon qui n'a pas donné de l'argent, mais qui a donné des humains, on a commencé à se parler plus franchement. Il y a une dynamique en cours, il y a des réunions qui sont proposées, ça et là, auxquelles nous travaillons. Il faut mobiliser des ressources, il faut arriver à négocier avec les pays d'accueil pour que ces réunions se tiennent. Est-ce qu'il faut le faire en Afrique ou en Occident? Permet que je n'en dise pas plus, mais sache qu'il y a des choses en gestation qui vont prendre très bientôt. Merci. Merci à vous, monsieur Dani. Monsieur Rick, les 3 minutes sont passées, mais à titre exceptionnel, je vous permets de poser votre deuxième question. Ok, merci de savoir que l'idée de cette réunion est en train de germer. Et que ce soit en Afrique ou en Europe, à Bruxelles par exemple, ce serait ce serait très important de penser à ça et de l'organiser. Ma deuxième question vient du grand frère Seignator. Et il fait partie de ceux qui pensent quand même que, bon, je ne suis pas d'accord avec lui, hein, mais je dis la question, participer aux élections ou bien abandonner complètement les élections, ce serait une manière de laisser, d'abandonner tout le terrain au parti au pouvoir. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Puisque j'ai promis à mon frère Joël d'être franc, laissez-moi vous parler du Tchad en répondant à cette question. J'ai un ami, vraiment un petit frère que j'ai soutenu pendant longtemps et que je continue à soutenir, qui est en prison en ce moment au Tchad. Il s'appelle Succès Masra. Et quand il a fondé son parti transformateur face à Déby Père et autres, on a fait des choses ensemble beaucoup et je l'ai beaucoup encouragé. Et quand il a accepté d'être Premier ministre de Kaka Déby, on a vu les réactions. Et puis il est allé à l'élection présidentielle et aujourd'hui il est en prison. Voilà un parcours. Donc quand on parle de participer aux élections, ça dépend du contexte, ça dépend des acteurs, ça dépend des capacités. Est-ce que Succès Masra mérite d'être en prison aujourd'hui? Oui, parce qu'il a une menace sérieuse et vitale contre le régime de Déby. Est-ce qu'il constitue une alternative face à ce régime? Oui, c'est pour ça qu'ils ont pris toute liberté. Allez sur ma page et tapez Succès Masra, vous allez voir combien de fois, au cours de ces 2 dernières années, on s'est rencontrés. Parfois de façon officielle, parfois de façon officieuse. Donc voilà, je vous parlais du Tchad là, transposer ça au Togo. Vous voyez des gens, vous voyez, normalement quand des gens créent des partis politiques, c'est pour conquérir des espaces de pouvoir, soit au niveau national, soit au niveau local. Mais le problème au niveau du Togo, ces derniers mois, ces dernières années, c'est que des gens n'ont pas su comment le régime a transformé le système électoral en mécanisme de conservation du pouvoir. Et donc, bon, des gens ne se concertent pas. Ceux qui vont aux élections sont allés aux élections sénatoriales, législatives et même municipales passées. Ils ne se sont même pas concertés, hein, même en parlant en tant qu'opposants. Ils ne sont même pas parlé entre eux. Chacun est allé à sa manière avec les miettes qu'ils avaient. Et puis, ils ont espéré en disant, bon, l'opposition est naturellement dans le cœur des Togolais. Mais non, des gens, ils vous laissent aller parce qu'ils veulent que vous soyez dans le jeu. Mais ce n'est pas les vrais résultats qu'ils vont donner. Donc, à un certain moment, on peut dire il faut participer ou il ne faut pas participer. Donc, je crois que moi, je n'ai pas de position tranchée par rapport à ça. Il n'y a pas si longtemps encore, moi, j'encourageais des gens pour dire, bon, puisqu'ils verrouillent tout au sommet, essayer de prendre le pouvoir au niveau des collectivités locales. Mais là aussi, mais alors qu'il n'y a aucun pouvoir là-bas, ils ont tout verrouillé aussi là-bas.
un petit secrétaire général d'une préfecture est plus puissant qu'un maire à côté de lui. Et il peut bloquer toute une mairie par rapport au test et par rapport à la pratique de la gestion locale au Togo. C'est ça la réalité. Et face à ça, il faut prendre des dispositions. Maintenant, il y a des gens qui ont peur de disparaître s'ils ne participent pas aux élections. C'est une réalité politique. Hein. Je ne dis pas par rapport au Togo seulement, il y a beaucoup de pays où on voit ça. Je l'ai vu en RDC, je le vois au Congo-Brazzaville, les élections sont en vue. Je l'ai vu récemment au Gabon où j'étais et tout. Donc, voilà des réalités que nous devons, de façon comparative, apprécier pour voir ce qui se passe chez nous. Mais, de grâce, ils ne sont pas dedans parce qu'ils sont bêtes. Ils sont dedans parce que c'est une des options possibles. Maintenant, gardons le dialogue avec eux, communiquons avec eux. Gardons aussi le respect humain entre eux et nous pour voir, au-delà de cette participation-là, qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux. Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup à vous, monsieur. Merci, Joël Bissam. Merci à vous et merci à Joël. Merci beaucoup à vous, monsieur Rivas. Vous savez, je voudrais personnellement, à titre personnel, aujourd'hui, moi, je me dis, hein, je peux avoir tort. Imaginez que tous ces partis politiques traditionnels qui sont sur le terrain décident à partir de demain là, de ne plus participer à rien du tout, de tout boycotter, et même de ne même pas demander aux gens de les suivre, mais de se retrouver eux en tant que leaders avec leurs militants, avec leur famille, marcher, c'est-à-dire rester sur des carrefours jusqu'à la fin de la dictature. Quel effet ça va donner? C'est de ça qu'il est question. Vous êtes face à une dictature qui ne vous laisse aucune place pour vous exprimer. Et vous dites, nous allons faire des élections. Nous disons, mais chers amis, disons-nous la vérité. À un moment donné, on se dit, oui, je me dis, oui, si j'organise moi mes lives et j'en parle de ces choses, je vais peut-être diviser les Togolais. Mais il faut qu'on se dise la vérité. Je vous dis, si moi je suis un opposant togolais, dans ces circonstances-là, où il n'y a plus d'élection présidentielle, où les gens veulent se maintenir au pouvoir, je vous dis, je m'engage à me retrouver en prison parce que je vais désobéir à ce gouvernement. Imaginez que tous les opposants fassent cela, désobéissent à ce gouvernement, qu'on les mette en prison. Mais tout le monde entier aura son regard braqué sur le Togo. Le Togo sera maintenant sur l'actualité mondiale. Mais si vous ne faites rien, cela veut dire que même vous participez à la chose. Vous aimez ce qui se passe dans votre pays. Vous voulez rester à des mairies, vous voulez rester, je sais pas, vous voulez occuper des postes. Et cela n'encourage pas la naissance du Togo nouveau. Il faut bouger Fonya Singbe, il faut le déranger. Les opposants traditionnels doivent savoir que, c'est-à-dire, ils sont trop, vous m'excusez, hein, ils sont trop là à faire des calculs politiciens. Alors que ces calculs ne sont pas d'actualité. Il faut bouger, il faut bousculer Fonya Singbe. Même si vous devez vous retrouver en prison. Si vous le faites, c'est pour la bonne cause. En tout cas, c'est moi, mon opinion. Je ne sais pas ce que M. Dani pense de ça. Non, je pense qu'ils sont actuellement dans une position de survie. Et que c'est à nous de leur dire, chers leaders, il faut oser. Et si jamais ils touchent à tes cheveux, et si jamais tu crèves, tu mourras en martyr et la nation te sera reconnaissante. Créons les conditions pour que des gens aient envie de faire comme Mandela à 27 ans en prison. Que des gens meurent comme d'autres martyrs. Ce n'est pas encore fait. Est-ce que le militant pour le changement togolais mérite qu'on meure pour lui? Je n'ai pas de réponse pour ça. Ceux qui m'écoutent n'ont qu'à y réfléchir et méditer. Créons les conditions pour que des gens comme moi aient envie de mourir pour la nation. Et montrons cet attachement-là à ce que des gens soient prêts au sacrifice suprême. Mais moi, je dis, partis politiques, ces gens, ils vous instrumentalisent. Mais soyons plus malins qu'eux. Sortons des communes, sortons des dédales de petits postes au siège à l'Assemblée ou je ne sais où encore. Pour dire, mais les gars, vous croyez nous avoir eu, mais ce n'est pas, ça ne peut pas aller. Et si demain Fabre, Adjamagbo, Gogué et d'autres se retrouvent embastillés, nous serons tous debout pour exiger leur libération. Peut-être que c'est ça qui va booster que le peuple dans tout le Togo se mobilise pour en finir le régime, on ne sait jamais. Ouais. Merci beaucoup à vous, Monsieur Dani. Alors, Monsieur Désiré Métatron. Oui, bonsoir à nouveau.
J'avais oublié ma deuxième question, mais laissez-moi renchérir un peu sur la raison pour laquelle les chefs de parti n'arrivent pas à laisser leur position dans les mairies ou dans les... Vous savez, ils ont créé une misère pas possible pour fatiguer et la diaspora et les partis politiques. Si vous savez combien de personnes se sont transfusés sur les partis politiques rien que pour se nourrir, c'est énorme. C'est ça le problème, c'est ce que le peuple ne voit pas, tous ces petits intellectuels, enfin excusez-moi, des intellectuels qui disent qu'ils sont corrompus et ceci et cela. Moi je viens juste d'être à la tête de la DMK. Et la petite DMK qu'on gère aujourd'hui, vous savez, on est obligé de payer les loyers des gens qui sont en prison pour leur famille. On doit subvenir aux besoins de leur famille. C'est énorme. C'est pour ça que quand les gens prennent leur salaire dans les mairies et dans au Parlement, une partie va au peuple qui les suit, ceux qui sont fidèles. Ouais. Mais il faut faire un sacrifice, dire maintenant, cette fois-ci, que le peuple est réveillé, que on laisse tout ça tomber et que ensemble, ces chefs de parti nous rejoignent pour dire non à Faure Gnassingbé et le chasser une fois pour toutes. C'est ce que je recommanderais. Justement, la raison pour laquelle je suis revenu parler à Dani, vous qui connaissez les dédales des organisations internationales et des ONG, est-ce qu'il n'y a pas moyen de nous aider à trouver des financements? Quoi que vous avez dit tout à l'heure que non, c'est pas la question d'argent, mais je pense que vous ne voyez pas l'aspect de la misère qui se trouve sur le terrain. N'importe quelle action qu'on veut faire sur le terrain nécessite de l'argent. On doit envoyer l'argent à X, Y pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir faire ceci et cela. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que l'international, une organisation précise, puisse nous aider financièrement, les organisations, pour pouvoir faire ce combat-là? Merci, Désiré. Déjà en 2020, l'Église catholique voulait organiser une observation électorale par sa frange citoyenne. Et puis, le ministère de l'Intérieur lui dit, venez démontrer la source de vos financements. Et on les a empêchés de le faire. D'autres organisations de la société civile ont voulu le faire aussi. Je travaille pour une organisation internationale, NDI, qui appuie la société civile. On nous a empêchés. Il y a une équipe de mon organisation qui venait de Washington pour travailler à la société civile du Togo. On a tout bloqué à l'aéroport et on les a refoulés. Et le gouvernement a sorti un communiqué en disant que le représentant de cette organisation qui est basée à Kinshasa soutient un candidat de l'opposition. Donc l'organisation n'a pas le droit de venir. Vous pouvez chercher, vous trouvez ces communiqués-là. Vous avez parlé de moi. Parce qu'à l'époque, j'ai publiquement dit que je soutenais le candidat Agbeome Koyo. Donc, vous voyez, c'est un peu ça la réalité. Le Togo n'est plus éligible à beaucoup de financements internationaux parce que quand le régime a verrouillé, ils ont fait en sorte que beaucoup d'organisations ne s'intéressent plus au Togo. C'est une des causes pour lesquelles vous verrez à Dakar, à Abidjan, à Kinshasa, même à Abuja, plein de financements pour la société civile, de façon désintéressée. Ils vous donnent des ressources parce que c'est des gens qui croient à des valeurs. Mais il n'y a pas ça. Le Togo n'est pas éligible, pas parce que le régime a empêché, mais des gens ont compris que ce n'est pas possible ou facile de travailler au Togo. Maintenant, vous voyez, le régime fait encore tout pour empêcher ça. La dernière fois, ils ont voté une loi sur le blanchiment d'argent et puis la lutte contre le financement du terrorisme et autres. Parce qu'ils visent, c'est quoi? C'est que quand une organisation, qu'elle soit société civile ou autre, arrive à dépenser de l'argent sur le territoire togolais, ben, ils peuvent tout de suite vous dire que vous êtes en train de soutenir des terroristes qui opèrent au nord du Togo. Et c'est eux seuls qui vont parler, personne ne peut vérifier ça. Donc c'est coincé. La société civile ne peut survivre au Togo aujourd'hui qu'en développant d'autres mécanismes que je n'ai pas envie de développer ici. Nous, depuis quelques mois, nous sommes en train de faire une campagne au niveau des organisations internationales pour dire qu'il faut que le Togo soit reconnecté aux financements internationaux, pas seulement l'État, mais aussi les organisations de la société civile. Maintenant, qui est capable de recevoir de l'argent au Togo aujourd'hui, c'est pas évident. Il faut créer de nouveaux mécanismes et je crois que ça là, c'est des genres d'aspects que j'ai pas envie de développer ici.
Et il y a des acteurs qui me connaissent et ils savent des cadres dans lesquels on échange sur ce genre de stratégie. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous aussi, Monsieur Désiré. Alors, tonton Lajoie. Tonton Lajoie, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Ok. Bonsoir Joël, bonsoir Dani. Bonsoir. Oui. Je suis de passage et je vous ai entendu répondre à un jeune homme qui vous a posé certaines questions, dit pourquoi ils vont aller aux élections. Je dis, il parle de quelle élection? Il y a des élections maintenant ou bien c'est dans le rêve? Donc je vais écouter ce qu'ils sont en train de dire. Alors, le développement dit pourquoi les acteurs politiques du pays ne sont pas avec le M66? C'est parce qu'ils sont jaloux. Et j'ai apprécié beaucoup votre réponse. C'est ce qui fait que je suis resté pour vous écouter. Maintenant, ma question. L'ADN de tout parti politique, c'est d'aller aux élections, gagner ou gouverner. C'est de dialoguer, faire du dialogue un arme pour gagner. Aujourd'hui, la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, nous tous, nous sommes conscients que Faure ne veut plus les élections présidentielles parce qu'il a fait tous les tactiques. Et le monde le voit. Pour qu'il ne soit plus exposé, il a choisi de bloquer les élections présidentielles. Et lui-même ne va aucune élection, mais c'est lui qui sera appelé à être le PC. Et le PC, c'est de tromper la vigilance du monde entier. Il est toujours le président du pays. Moi, je ne l'appelle pas président, je l'appelle le chef des voyous, chef des voleurs. C'est ce que moi je l'appelle. C'est un petit frère. Je l'ai accompagné spirituel dans les années 85-86. Quand sa maman l'a mené, demandé de prier pour lui. Nous tous, nous savons le rôle, les tactiques que le régime est en train de faire. Et nous tous, nous sommes conscients que le régime ne fait rien sans l'appui de ses pairs. Ah, vos 3 minutes sont passées, monsieur Tonton Lajoie. Vous n'aviez pas encore posé votre question. Ok. Je ne sais pas que c'est 3 minutes. Je ne savais pas. Ok. Bon, réponds-moi ça d'abord. Peut-être va me donner encore. Ah non, non, c'est la dernière question parce que nous sommes là il y a longtemps. Là, s'il vous plaît, il faut permettre à notre invité de se reposer aussi, s'il vous plaît. Donc, Tonton Lajoie, c'est la question. Vous n'avez pas vraiment posé une question, hein? Non, je crois qu'il faisait un commentaire. Oui, voilà. Peut-être lui permet de chuter. Voilà. Allez-y, monsieur Tonton Lajoie, allez-y. Nous allons vous permettre de chuter. Enlever l'ADN des partis de l'opposition. Et aujourd'hui, nous autres qui revendiquent déboussoler fort par tous les moyens. Mais on ne fait rien sur le terrain. Quel sera le lendemain du Togo? Parce qu'on parle des révolutions, mais les révolutionnaires ne le voient jamais. Les partis politiques ne font plus les élections. Il n'y a plus de dialogue. Comment le Togo va fonctionner? Merci. Merci à vous, Tonton Lajoie. Merci. Vous savez, Noël? Oui, par rapport à... Oui, monsieur Dani. Voilà, allez-y d'abord. Vous savez, je voudrais Elle a fait une dire... digression.
Voilà, je voudrais dire à tonton Lajoie que nous ne sommes pas dans une situation normale au Togo. Il faudrait que chacun de nous puisse comprendre cela. Lorsque vous dites que grâce aux élections, les partis politiques, voilà, ils doivent se battre pour prendre le pouvoir, tout ça, c'est dans un cadre normal. Mais nous ne sommes pas dans la normalité. Nous sommes au Togo, c'est une situation. Puis ils volent le pays. Donc vous ne pouvez pas vouloir vous comporter normalement devant des individus qui ont décidé d'emprisonner, embastiller, faire du mal aux gens, chers amis. Un leader de parti politique togolais doit comprendre que nous ne sommes pas dans une situation normale. Étant donné que nous ne sommes pas dans une situation normale, il faut chercher des moyens qu'il faut pour faire face à la réalité. Il ne s'agit plus de faire une guerre politique, de se retrouver dans des calculs politiciens. Non. Nous sommes en face d'une dictature féroce qui s'est enracinée, qui aujourd'hui prend tous les Togolais comme des zombies et se dit, oui, si je leur dis au 5e République, ils vont accepter. Donc voilà, je n'ai plus besoin d'organiser les élections. Donc c'est la réalité. Moi, je voudrais que chaque Togolais puisse se dire qu'il n'y a plus question de participer à quoi que ce soit avec ce gouvernement. Il faut se lever et se battre contre Faure Gnassingbé. C'est cela qui va garantir un avenir meilleur pour le Togo. Monsieur Dani. Heureusement, Joël, il n'y a plus d'élections au Togo avant 5-6 ans. Hein? Voilà. Donc, je ne crois pas que nos compatriotes soient prêts à supporter encore fort toutes ces années. Puisque lui-même, il ne croit plus aux élections. Nous aussi, on n'y croit pas. Et donc, écoute, il faut lui servir autre chose. Et voilà. C'est à cela qu'il faut travailler. Merci. Merci beaucoup à vous. Monsieur Dani, les modérateurs continuent de monter des gens. Vous voulez qu'on monte combien de personnes encore? Je voudrais qu'on puisse terminer dans une dizaine de minutes pour que je puisse dîner parce que je n'ai pas déjeuné même aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup à vous, Monsieur Dani. Donc, cher Modo, s'il vous plaît, ne montez plus les gens parce que là, nous avons déjà 3 personnes sur le panel. Et voilà, nous allons permettre à Monsieur Dani de répondre à leurs questions et de conclure cet entretien. Merci de ne plus monter les gens, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, brave Hef, ça c'est en anglais. Ouais, vous avez la parole, s'il vous plaît. Monsieur Braveheart. Oui, bonsoir Joël, bonsoir Monsieur Dani. Dani, c'est Djitri. Mon frère Djitri, c'est un plaisir de t'avoir ici. Le plaisir est réciproque. Écoutez, avant de commencer, j'aimerais juste vous dire que vous venez juste d'avoir là, précédemment avec l'intervention précédente, l'exemple des liens ou des relations incestueuses, d'accord, dans le pays, dans le monde politique du pays, qui font ralentir la lutte. Voilà, je mets un point là et après vous allez commenter. Maintenant, je voudrais juste, avant de poser ma question, je n'ai qu'une seule question à poser à Monsieur Dani, que je respecte beaucoup, mais je voudrais avant cela faire un petit rappel à tous ceux qui nous écoutent. Monsieur Dani, en 2017, a écrit un livre qui s'appelle Togo, le prix de la démocratie. Et dans ce livre, il fait le constat de tout ce qui arrive aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il dresse le bilan du processus de démocratisation au Togo depuis les années 90, tous les obstacles que ce processus a rencontrés, et il propose même des solutions pour sortir de l'impasse. Donc, si aujourd'hui, vous voyez M. Dani devant, devant cette lutte, en tout cas, qui est une des paroles d'autorité de cette lutte, ce n'est pas par hasard. C'est parce que ce monsieur a compris avant beaucoup de personnes ce qui se passe au Togo. Aujourd'hui, nous sommes là à parler de l'échec de la démocratie. Nous sommes là à parler de l'inutilité des élections. Nous sommes à parler de l'accaparement du pouvoir par un seul clan depuis des années. Monsieur Dani a déjà analysé, détaillé, approfondi, disséqué ces problèmes-là dans son livre, que je conseille à tout le monde d'aller lire. Ça s'appelle le Togo, le prix de la démocratie. Où trouvez le livre, s'il vous plaît?
vous faites la publicité Je sur fais la mon publicité panel. du Attention, livre. Et je fais Monsieur la Dani. publicité. Voilà, je fais la publicité du livre. Exactement. vendu sur Amazon. Je fais la publicité du livre parce que en 2021, nous avons eu la chance, avec mon groupe de réflexion sur Facebook, d'interviewer Monsieur Dani. Exactement comme ce qu'on fait là actuellement sur Facebook. C'était dans les périodes post-Covid. Où nous avons Je me rappelle. Vous vous rappelez très bien, voilà, avec 2-3 de mes compères. Je leur passe le bonjour en passant. Et nous avons eu une discussion très intéressante, très approfondie, avec notamment Monsieur Kofi Yamian aussi. Et je peux vous dire que ce monsieur que vous avez là est quelqu'un qui a réfléchi et qui connaît très bien la politique togolaise et qui a réfléchi et qui a proposé des solutions. Ce qu'il dit aujourd'hui, il le disait déjà à nous, certains jeunes, qui étions intrigués par le désordre politique au Togo. Il le disait déjà il y a 4 ans, il y a 5 ans, à nous. Et nous nous sommes rendus compte que déjà en 2017, il en parlait dans son livre. Donc, quelque part, nous avons devant la scène aujourd'hui la bonne personne au bon moment. Et tout à l'heure, quelqu'un lui a demandé, est-ce que vous pensez que vous avez été utile quand vous avez accompagné le M66 aux États-Unis, à New York, devant les instances internationales? Je peux vous dire qu'aujourd'hui, à l'instant T, personne d'autre ne pouvait faire ce travail à part M. Dani. Compte tenu de ses expériences, compte tenu de sa connaissance, compte tenu de ses compétences internationales, des relations, du réseau qu'il a, personne d'autre ne pouvait faire ce travail. Et ce travail, ils l'ont fait. Ce travail a eu des impacts et nous avons vu tous les résultats. En 35 ans de lutte politique, on n'a jamais eu de libération aussi nombreuse de prisonniers politiques. Vous vous rendez compte de ça? Qu'il y a depuis 2017 des gens qui sont en prison depuis plus de 10 ans et qu'il a fallu que le M66, un mouvement citoyen, et je rappelle que dans son livre, il parlait déjà de la synergie d'action entre les politiciens, la diaspora et les citoyens. C'est-à-dire que ce qui s'est passé en juin 2025 était déjà préfiguré, était déjà anticipé dans le livre de M. Dani. Et je veux dire que ce qui se passe aujourd'hui au Togo, c'est quelque chose, il y a une dimension spirituelle, mais il y a aussi une sorte de concordance, d'alignement des étoiles qui fait que cette lutte, nous qui sommes dedans, nous qui sommes les petites mains de cette lutte, nous y croyons fermement que nous allons gagner. D'accord? Parce que nous... Merci beaucoup à vous, monsieur. Je finis. Brave. Il faut que je finisse et que je pose ma question. Excuse-moi. Non, vous n'allez plus. Non, je viens vous venez de faire plus de 7 minutes. Je chute alors. Monsieur Dani doit aller se reposer. D'accord, je chute. S'il te plaît, Joël, laisse-le terminer avec la question, s'il te plaît. Voilà, okay, merci beaucoup. Allez-y alors, monsieur Brave. Donc, par rapport à tout ce que vous avez fait jusque-là, la seule critique que moi j'avais contre votre livre, votre ouvrage, votre analyse, votre essai, on va dire, votre essai que vous aviez écrit à l'époque, votre essai politique, c'était le dialogue. Est-ce qu'aujourd'hui, vous croyez encore en la vertu de ce dialogue avec ce pouvoir en place, que vous-même, vous avez reconnu être un pouvoir tenace qui essaie par tous les moyens de se maintenir au pouvoir et de lutter contre ceux qui se lèvent contre lui en votant d'ailleurs des lois liberticides, comme la loi contre le blanchiment d'argent qui vise directement la diaspora. Est-ce que vous croyez encore en un dialogue avec ce gouvernement-là? Merci, c'est ma question. Merci beaucoup à vous, monsieur Brave, pour cette belle question. Merci beaucoup. Ouais. Mon frère Djetri, permets-moi de te remercier pour tous les mots gentils à mon endroit. J'espère mériter tout ça, mais aussi dire que je suis très fier de ce que toi et d'autres camarades vous continuez à faire pour accompagner cette dynamique citoyenne qui prend de façon désintéressée, sans parfois s'afficher, mais avec beaucoup de pugnacité. En tout cas, courage à nous tous. Par rapport à la question, est-ce que je crois au dialogue? Oui, j'y crois fortement. Je crois
au dialogue, mais à des conditions. Et j'aspire vivement à ce que quelque chose touche fort Gnassingbé par rapport à la pression et autres, pour qu'il aille vers le Baba, par exemple, qui est au Nigeria, pour dire, bon les gars, j'ai envie de parler avec mes adversaires. Et voici ce que je mets sur la table. Ou qu'il aille dire ça à celui d'Abidjan, ou de Dakar, ou de Kinshasa. Et qu'il y ait des connexions. Et on ne peut rien faire en politique sans dialogue. Hein. Mais nous, pour le moment, ce que nous faisons, c'est de mettre en place un rapport de force pour qu'ils comprennent que sa 5e République n'est pas viable. Je crois au dialogue parce que je ne crois pas à une solution qui va détruire ce qu'ils ont déjà détruit au pays. Le pays est déjà dans un état très mauvais et je ne crois pas à une solution de façon irrévocable où on efface tout, on recommence tout à zéro. Mais peu à peu, mais je ne crois pas à la conciliation. Je n'invite plus les Togolais à se plaindre de leur sort. Je les invite à braver la dictature. Pour que des gens qui continuent à mourir meurent pour la juste cause, mais pas par la misère seulement. Vous voyez? Je préfère que la soldatesque tire sur des gens qui manifestent plutôt qu'ils meurent de fait dans leur case. C'est ça la différence. Maintenant, à côté de ça, je suis sûr que la porte de sortie, ce sera par un certain dialogue ou des négociations, si tu préfères. Bon, pas de dialogue dans le sens de dire on trouve un compromis et puis sur le dos du peuple, quelques personnes vont se sucrer dans des ministères et dans quelques années, les mêmes problèmes renaissent. Non, ça peut pas aller. Moi, depuis il y a des mois, si je voulais, je serais allé avec ce régime, mais j'ai refusé. Et jusqu'à fort, j'ai des amis déjà avec qui j'ai fait l'université, qui sont dans ce gouvernement-là. On se connaît très bien. Il y en a même qui sont à l'étranger, qui m'appellent. Il y en a qui entendent ce que je fais, qui m'appellent même pour dire on est fiers de toi, un Togolais qui fait ça, qui fait ça. Et ben voilà. Et ça doit être là. Mais on ne peut rien faire ensemble par rapport au Togo. Parce que par rapport à la transformation apportée au pays, on ne s'entend pas. On peut s'entendre, pas en nous demandant, nous, de concéder sur notre conviction d'un Togo meilleur qui est possible, mais en demandant à ceux-là qui font mal de dire, bon, écoute, on en a assez fait, maintenant, vous, qu'est-ce que vous proposez? Et que autour d'une table, on s'entende. Et une des choses que j'attends très vite de Faure Gnassingbé, c'est de parler à mon hôte actuel au niveau du Ghana, au président Dramani Mahama, pour lui dire j'ai quelque chose à donner à l'opposition togolaise, et pas toute la grande opposition. Je suis prêt à ce qu'on parle de cette constitution qu'ils ont rejetée. Je veux que Faure ait le courage, s'il a un frère garçon du Togo, de mettre ça sur la table et qu'il arrête de fuir comme un lâche et qu'on en parle. Voilà, frère Djitri, du courage à toi. Merci beaucoup à vous. Alors, monsieur Zofio, très rapidement, s'il vous plaît, ne dépassez plus les minutes parce que là, on a même déjà dépassé le temps que, voilà, et on voulait donner à ceux qui vont intervenir pour poser des questions. Merci beaucoup à vous de nous accompagner dans tout ça, chers amis. Alors, monsieur Zofio. Merci. Oui, Joël, bonjour, bonsoir. Bonjour à vous. Daniel Calaforo. Qui est Zofio là? Ça me dit, j'ai l'impression d'entendre un homme d'Agou. Bon, on va pas trop. Dani a tout dit. La question simplement à Dani. Est-ce que tu crois que aller rencontrer Faure, on lui adresse une lettre, des éléments de la diaspora lui disent monsieur, on veut te rencontrer. Et moi, je suis prêt à aller déposer ce courrier à la présidence. Au même moment, nous allons adresser des courriers individuellement à chaque chef traditionnel du Togo. Et je me porte toujours garant dans le contenu d'aller déposer à chaque chef, le faire parvenir à la plupart des chefs traditionnels, dont certains principalement, pour leur dire voici ce que le Togo veut désormais que eux, chefs traditionnels, ils peuvent jouer. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, même tenir une simple réunion dans ta chambre est interdite. Vous ne pouvez pas. Dès que vous commencez, soit c'est le chef traditionnel qui viendra vous dire sortez, ou c'est un monsieur nommé, qu'on a rendu bête, nommé CVD, qui va vous dénoncer et on viendra vous prendre dans votre propre chambre, là où vous tenez une petite réunion. Est-ce que vous savez qu'au Togo aujourd'hui, même tenir un petit moment de réjouissance, jouer à Pessé,
et dansez un peu, vous êtes tenu d'adresser une lettre pour avoir une autorisation du commissaire qui doit envoyer ses policiers pour observer ce que vous êtes en train de chanter dans votre Oui, APC. on le Est-ce sait, que vous même pour savez enterrer qu'aujourd'hui, vos morts, il faut la permission du régime. Ouais, ça, on est au courant. et que des fois on vous dit, il faut qu'un policier observe. Est-ce que réellement il y a un cadavre dans le cercueil avant que vous allez l'enterrer? Parce que le CVD peut transformer et dire ce que vous voulez. Est-ce que vous savez même que même accompagner quelqu'un à aller prendre de l'eau au marigot et que vous discutez avec lui le lendemain, un CB va vous croiser sur votre route pour vous demander où se retrouve votre champ. Vous travaillez à quel champ? Parce que tu as parlé à des paysans pour leur faire comprendre que c'est comme ceci, il faut agir. Et dès que tu quittes le village ou votre champ, un CB va vous croiser sur une route pour vous arrêter pour dire « je veux vérifier votre pièce ». Voilà ce qu'est devenu le Togo. Tous les J'ai déjà ONG noté n'ont la- plus droit même à faire de J'ai déjà noté la sensibilisation. question. Hein. Oui, donc la question la plus importante, nous voulons adresser une lettre à Fort, que Voilà. nous voulons le rencontrer face à face. Et discuter ce que nous avons sur le cœur, on va le dire et on le rendra public. Et quoi, chaque chef traditionnel, nous voulons leur adresser un contenu Je peux de ce réagir à qui nous ça. arrive, de ce qui nous arrive au Togo. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je n'aurai pas grand-chose à dire. Dani, Jacques, elle nous voit pour nous. Je sais, ne dis pas, non, ne te dévoile pas, je sais qui tu es. Car Merci à vous. c'est de la douleur ce qui arrive à Laisse-moi notre te, pays. laisse-moi te répondre franchement. Ce que tu proposes Merci. là, si tu demandes mon avis, mon conseil, je te découragerai. Je te découragerai d'abord parce que ça a été déjà fait plus d'une fois et que mon grand ami, Monseigneur Bariga, a été une votre connexion entre nous de la diaspora et Fort Gnassingbé pendant les derniers moments de sa vie. Et il a transmis déjà pas mal d'invitations de ce genre à Fort Gnassingbé, qui n'a rien foutu jusqu'à ce que ce prélat ne meure dans des conditions très, très bizarres. Et que les années passées, on a adressé plein de propositions à Fort Gnassingbé par écrit, parfois en passant par des ministres, par son cabinet et autres. Il y a même des mails aujourd'hui, pour l'histoire, je peux les sortir. Et on a fait plein de choses de ce genre-là. Et bon, le monsieur, il est là, on lui a conseillé des choses, libération, déjà, libère Pacha, libération de prisonniers politiques, et puis essaye de faire qu'il y ait de la calmie. Mais non, ce n'est pas. Lui, sa mode de gestion, ben, c'est de gérer le Togo sur des dépouilles. Maintenant, quant au chef traditionnel, non, c'est de pauvres gens qui ne pèsent rien, qui servent à rien, auxquels qu'il faut oublier totalement parce que ce sont des pouvoirs qu'il faut réinitialiser plus tard. Pour le moment, il faut les oublier parce que le pouvoir coutumier, la chefferie coutumière au Togo aujourd'hui, ça fait honte. Et moi, je suis pas fier de nos chefs là parce qu'ils représentent plus rien. Ce sont des commis du régime et c'est pas leur faute non plus. Ils sont victimes au même titre que d'autres acteurs. Moi, je n'attends rien d'eux et je ne m'attends pas à les considérer dans aucune solution aujourd'hui. Maintenant, s'il faut faire une démarche vers quelqu'un, c'est à Fort de faire une démarche vers nous, mais je l'invite à ne pas venir directement vers nous. Aller vers des chefs d'État que nous respectons pour dire, déjà en disant franchement ce qu'il est prêt à céder. Et je lui conseille de céder la constitution de la Ve République que nous n'acceptons pas. Merci. Merci beaucoup à vous, monsieur Dani. Alors, monsieur Rodrigue Aego, allez-y, 3 minutes. Bonsoir, bonsoir, cher aimé Dani. Mon frère Rodrigue. Tambou et merci pour tout. On est ensemble. Ouais, je suis là. Oui. J'aimerais faire un petit commentaire avant une petite question. Je veux dire que nous sommes arrivés à un carrefour où il est difficile d'envisager une interaction avec quelqu'un qui n'a pour ambition que comment garder le pouvoir et y laisser la vie un jour, comme son papa. C'est ça le programme ou le projet de société de M. Fort Gnassingbé. Quel dialogue ou quelle interaction peut-on établir avec quelqu'un qui n'a que ça? C'est pour ça qu'il se bat, c'est pour ça qu'il fait tout. Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième préoccupation, aujourd'hui, moi je suis porteur par exemple d'une initiative que j'appelle trêve patriotique parce que je comprends que
nous sommes tous arrivés à un carrefour où nous avons du mal à décider du chemin à prendre. Nous avons du mal à canaliser toutes ces énergies débordantes. Quand je vois mes frères Zaga, Kodjovi Toguin, Kodjovi PC et tout, je dis oui, je m'en réjouis, nous sommes arrivés quelque part. Maintenant, comment arrivons-nous à canaliser ces énergies-là, à nous accorder sur le chemin pour que, comme Daniel a dit tout à l'heure, s'il faille y laisser la vie, que ce soit une fois pour de bon. Je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup à vous, M. Rodrigue Aigo. Merci, Rodrigue. Je pense que, bon, par rapport à ce qu'on appelle dialogue, il faut que les acteurs de changement qui disent que ce régime n'est plus ce qu'il faut pour le Togo se positionnent en alternative à ce régime-là. Et pour que aussi bien le régime que les partenaires internationaux et régionaux nous prennent au sérieux, il faut qu'on soit ouvert à des négociations. Vous voyez? Parce qu'avec ce qui se passe dans le Sahel, ce qui se passe ailleurs aujourd'hui, personne ne veut d'un foyer de tension dans la zone côtière. Et donc, en gros, bon, la crise est déjà là. Et des gens qui veulent bien croire en une alternative veulent voir des gens sérieux qui ont des solutions viables. Donc, il faut formuler cette solution-là et en discuter à un certain moment. Ouais, donc notre approche n'est pas de dire, écoutez, on écrase tout, après on voit les dépouilles, on reconstruit le pays, mais non de dire comment on peut prendre le Togo dans son état actuel et dire, il y a un Togo meilleur et qui sera dirigé par d'autres Togolais et que ceux-là même qui ont échoué, malgré leur durée au pouvoir, soient encore vivants pour constater que d'autres Togolais sont capables de faire mieux. C'est ça la chance que nous voulons offrir comme alternative. Et on voudrait que ça soit formulé. Et donc, pour le moment, le dialogue là se passe entre nous d'abord. Ce n'est pas entre nous et le régime. Vous voyez? C'est ça qu'il faut formuler. Il y a plusieurs personnes qui disent la même chose. Il faut que ça change. Sauf que l'approche, ça doit être un processus évolutif qui connaît des étapes avec des objectifs bien définis. Mais quand on ne se parle pas, on ne sait pas ce que l'autre veut. On sait seulement que Ford est mauvais. Mais ça ne suffit pas qu'il soit mauvais. Donc, je crois, Rodrigue, que oui, le dialogue continue à avoir sa vertu, mais pas le dialogue du genre, les gars, venez, on cause un peu, on floue le peuple, et puis on se partage quelques gâteaux, et le problème reste entier, on y revient plus tard. Donc ça, c'est cet aspect-là. Donc je crois que nous avons intérêt à préserver cela, mais en disant, voilà nos exigences. Aujourd'hui, tous ceux qui sont M66 diront, voici nos revendications. L'opposition politique partisane dira, voici mes revendications. S'il y a d'autres mouvements sociaux, il faut qu'elles s'expriment. Maintenant, il faut apporter de la cohérence. Quand à Abuja, siège de la CEDEAO, à Addis Abeba, siège de l'Union africaine, ou à New York, siège des Nations unies, ou à Paris, ancienne puissance coloniale, ou à Berlin et compagnie, on s'intéresse à nous. Quand on dit, qu'est-ce que les Togolais là exigent, il faut qu'on ait une seule réponse et que ce soit cohérent. Mais on n'a pas encore formulé cette réponse-là. Il y a une cacophonie. Quelle est selon vous cette réponse? Quelle devrait être cette réponse, monsieur Dani? Dites-nous. Quelle devrait être cette réponse selon vous? Je risque de dire ce qui représente seulement la frange de cette grande opposition à laquelle moi j'appartiens. C'est pourquoi j'aborde là. Aujourd'hui, ce que veut le M66 est clair. C'est le départ sans condition de Fognan Singbe. Voilà. C'est le départ, la fin de la dictature, la fin du système RPT uni. C'est ce que le M66 veut. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous voyez? Donc, moi, quand des gens disaient déjà en 2017, et j'ai dit ça à Tikpi, j'ai dit ça à Gouibo, et paix à son âme. Quand des gens disaient retour à la Constitution 92, je leur ai dit, moi, j'ai suivi plein de réformes à travers l'Afrique. On ne retourne jamais en arrière, on fait toujours quelque chose de nouveau. S'il y a des choses dans ces conditions que vous voulez, il faut revendiquer. Actuellement, quand quelqu'un continue à dire retour à la Constitution 92, en principe, de façon tactique, il n'a rien dit. Mais quand on demande cette constitution-là que vous nous imposez de la Ve République, le peuple ne s'est jamais prononcé sur ça. Ni sur le principe, ni sur le contenu. Et nous le rejetons. Alors, si Ford dit d'accord, je fais marche arrière, mais ça veut dire que tout l'édifice de son système actuel s'écroule. Et c'est là où il est obligé de négocier. Vous voyez? Et là, vous leur dites, OK, qu'est-ce que vous proposez?
Il faut qu'on se concerte pour dire, voilà, ce que nous proposons par exemple, c'est de mettre en place une transition de telle durée, qui doit faire des réformes dans tel sens, élaborer une nouvelle constitution, voilà le processus. Mais les solutions là ne sont pas nos revendications. Pour le moment, la seule revendication et l'unique, c'est qu'il renonce à la constitution qui ne nous engage pas. Parce que c'est écrit pour lui seul, pour qu'il reste au pouvoir. Vous voyez? Maintenant, la deuxième question, le deuxième commentaire, c'est une question de Rodrigue Aego. Je crois que j'ai suivi un live dans lequel Rodrigue essayait d'expliciter cette proposition de trêve patriotique. Je crois que c'est bien l'expression. C'est une bonne idée en soi. Je crois au-delà d'une trêve, ce qu'il faut, c'est qu'on se parle de mieux en mieux, au lieu de se... Je vois, parfois, je vous assure, je vais dans les lives, j'ai pas le courage de rester 5 minutes parce que ce que j'entends, il dit, mais comment des concitoyens qui se battent pour la même cause sont capables de se dire des choses comme ça? Mais on se le dit, parce que on agit comme des sourds-muets aveugles, on rengaine sur la même question, on ne s'écoute pas. On est contrefort, mais on a envie de rien faire ensemble pour qu'ils partent. Et tout le monde a raison, alors qu'il n'explique même pas à l'autre ce qu'il veut. Donc, je crois que si, pour les concitoyens qui m'écoutent, les acteurs qui se positionnent dans la diaspora, société civile et autres, même des acteurs individuels qui ouvrent des lives, qui veulent qu'on les prenne au sérieux, il faut qu'ils déjà fassent l'effort d'appartenir à un groupe. La trêve dont parle Rodrigue est possible si on peut dénombrer des acteurs. Mais des individus, il y en a à profusion. Quand Dani parle, il n'est que Dani. Il pèse rien. Mais si j'arrive à convaincre le M66 de mes pensées et que je reprends ça, c'est déjà une structure. Il y a Cody Togo comme une des organisations de la diaspora. Il y a MLN qui s'est affiché. On a dénombré une quinzaine d'organisations de la diaspora. Au niveau du pays, il y a plein d'organisations de la société civile, pas plein. Il y a beaucoup qui ont démissionné aussi. Il faut les oublier. Mais ceux qui sont encore actifs, on les connaît. Et Rodrigue sait qu'on est en contact avec ces acteurs-là. Donc, ce sont des gens qui doivent se parler et sans se faire prier. Et je crois que ça, c'est possible même sans que quelqu'un vienne nous financer. Parce que dans la sous-région, on a toujours fait ça. On peut bouger, traverser une frontière, aller rencontrer d'autres, revenir sans que ça dérange quelqu'un. Il faut que les vieilles méthodes la reprennent. Voilà, je ne vais pas en dire plus que ça. Avant la trêve, il faut qu'on se discute et qu'on commence à se respecter. Et je pense que cela est possible. Donc, ceux qui ouvrent des lives pour régler des comptes, là, arrêtez ça, ce n'est pas très togolais, c'est mal éduqué, essayons de faire bas la terre et puis parlons-nous franchement derrière le rideau et on se comprendra mieux. Alors, donc, Monsieur Dani, en vous écoutant, j'ai retenu quelque chose, c'est dit, nous devons tout faire pour obliger Faure Gnassingbé à reculer. Nous devons tout faire pour bouger cette dictature, on doit l'obliger. Alors, pour finir ce live, dites-nous, qu'est-ce que les Togolais qui vous écoutent en ce moment doivent retenir de cette rencontre, Monsieur Dani? Ben, merci. Je suis comment dire, reconnaissant déjà de la possibilité qu'on a eu d'échanger, mon frère Joël. Toi et moi, ce qu'on a en partage, il faut que je le dise avant de venir. Avec les frères et sœurs du Bénin pendant des décennies, il y a quelque chose que nous appelons la Confédération des Tado. Parce que dans l'histoire, ça a réuni les deux territoires. Dahomey, à l'époque, se limitait pas au Bénin actuel. Nous, culturellement, nous partageons beaucoup de choses. Ouais. Il y a quelques jours, j'ai passé 3 ou 4 jours à Ouida, sous prétexte de participer au Vodou Day, mais j'ai rencontré encore plein de mes frères et sœurs du Bénin. Après, à Cotonou, j'en ai encore rencontré beaucoup d'autres. Et c'est pour te dire ceci. Ce qu'on retient de cette discussion d'aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de Togolais qui ont la bonne volonté, y compris au sein même du régime qui voudraient, où il y a des gens qui ont envie de voir autre chose, en vérité. Je les invite à ceci. Je les invite au devoir d'ingratitude vis-à-vis de Faure. Parce qu'ils ne doivent rien à Faure Gnassingbé. Ils doivent tout à notre nation. Et les circonstances ont fait qu'ils se sont retrouvés avec un individu qui a hérité de son père et à qui on a dit ne laisse jamais le pouvoir et qui verrouille tout. Et le pays peut perdre des milliards pour peu que ça satisfasse aux intérêts de Faure Gnassingbé. Ce n'est pas bon pour un pays qui veut aller de l'avant. Aujourd'hui, on est en retard dans la sous-région. On se battait pour la démocratie, des principes, des réformes et autres. Et on a oublié que le pays était mal dirigé.
dans beaucoup de domaines. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on est les derniers de la classe. Comment rattraper cela? Il n'est pas possible de faire le développement sous Fonya Singbe. La corruption va continuer. Il y a des milliardaires dans le gouvernement aujourd'hui dont le salaire ne permettrait pas qu'ils soient là où ils sont. Je discutais avec un ami ministre qui est encore au gouvernement aujourd'hui. Je lui disais que honnêtement, moi, je gagne plus d'argent que lui. Et je devrais normalement avoir plus de choses que lui parce que je travaille à l'international et j'ai des business. Mais lui, ministre, il ne devrait pas être aussi riche qu'il est. Bon, on a rigolé. Mais la vérité est cela. Vous voyez, donc, revenons à terre. Au niveau de la diaspora, des mouvements citoyens et autres, qu'on se parle, et puis que chacun joue son rôle, sa partition. Je nous invite à avoir plus d'ambition encore. Quelqu'un a appelé les sagas pour dire, attention, monsieur Dani, il est ambitieux. Oui, soyez ambitieux. Soyons des milliers à avoir des ambitions pour notre pays. Maintenant, apportons la cohérence à cette ambition-là et dégageons ceux qui n'ont pas d'ambition et qui maintiennent notre pays dans la situation où il se trouve. Il n'y a pas possibilité d'élire un président aujourd'hui. Battons-nous pour que demain, on ait le droit d'élire un président au Togo. Pour le moment, il n'y a pas de candidat puisqu'il n'y a pas d'élection. Mais obtenons la possibilité d'avoir des élections au Togo. C'est là où Fort nous a mis et nous devons tout faire pour ramener le Togo dans la normalité. Voilà le sens de notre combat. Et ça doit interpeller même nos frères et sœurs à unir, qui ne doivent pas être fiers du Togo dans son état actuel. Voilà, merci encore Joël pour l'invitation. Nous sommes très fiers de ce que tu fais pour accompagner le peuple du Togo dans sa lutte et nous serons reconnaissants. Quand la victoire arrivera, tu feras partie de ceux que nous inviterons et tu seras dans les premiers rangs quand nous allons célébrer la victoire à Lomé. Merci beaucoup à vous, Monsieur Dani. Ça fait vraiment plaisir de parler avec vous. Vous êtes un grand homme. Merci beaucoup. Merci. Ça fait chaud au cœur lorsque on rencontre des gens comme vous. Parce que lorsqu'on se concentre sur l'actualité togolaise, on se dit, mais le Togo là, mais ils n'ont pas des intellectuels, ils n'ont pas des gens qui travaillent. Mais quand on vous rencontre, on sait qu'il y a des Togolais de qualité. Et grâce à des messieurs comme vous, nous avons l'énergie de nous lever chaque jour pour nous battre aux côtés du peuple togolais pour le changement, pour l'alternance démocratique. Merci beaucoup à vous, chers amis. On aura encore d'autres occasions, de rencontrer monsieur Dani ici parmi nous. Merci beaucoup à vous. Merci. Très bien. À très bientôt. Mais à très bientôt. Merci beaucoup.